Je me souviens exactement de l'odeur ce matin-là. Café brûlé et quelque chose d'autre. Une acidité métallique que je n'ai reconnue qu'après coup, comme étant la trahison elle-même, déjà présente dans l'air avant que je comprenne ce qui s'était passé. Thorvald dormait encore, la bouche entr'ouverte, les draps tordus autour de ses chevilles, comme s'il avait lutté contre quelque chose pendant la nuit. Je l'avais regardé un long moment depuis l'embrasure de la porte, cette façon qu'il avait de dormir en vaincu, même dans les jours ordinaires, et j'avais pensé, comme je le pensais souvent le matin, avant que le monde reprenne sa densité habituelle, que j'aimais cet homme d'une façon qui ressemblait parfois à une maladie chronique. Pas douloureuse, juste présente, toujours là. Je m'appelle Séraphine Volko, j'ai 38 ans, des cheveux que ma mère appelait couleur de boue sèche et que Thorvald, lui, comparait aux ailes d'un épervier en automne. J'ai deux fils, Émeric et Laszlo, 9 et 11 ans, qui sentent le terrain de foot et la pâte à modeler séchée. Nous habitions une maison à la périphérie d'une ville de taille moyenne, dans un quartier ni pauvre ni riche, avec un jardin qu'on avait promis de retaper depuis 4 ans et une gouttière qui faisait un bruit de castagnette à chaque pluie. Une vie construite sou par sou, décision par décision, avec la méticulosité de ceux qui savent que les filets de sécurité ne tombent pas du ciel. Notre épargne d'urgence représentait 22 000 euros. 22 000 euros accumulés en 7 ans. Intouchables, sacrés. Le fruit de nuits sans restaurant, de vacances repoussées, de vêtements portés jusqu'à la corde. Une somme qui n'était pas là pour fructifier ou impressionner. Elle était là comme un mur porteur, silencieux et indispensable. Nous en avions parlé des centaines de fois, Thorvald et moi, avec cette solennité douce qu'on réserve aux choses qu'on ne veut pas avoir à utiliser, mais dont on ne pourrait pas vivre sans. Le compte était au seul nom de Thorvald pour des raisons administratives datant de notre installation, une de ces décisions pratiques prises à la va-vite et jamais corrigées. Je ne l'avais jamais questionné. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était notre argent, notre mur, notre protection. Je l'ai découvert un jeudi. Ce n'est pas une façon poétique de parler, c'était littéralement un jeudi, gris et sans relief, avec une pluie fine qui n'avait pas la courtoisie d'être vraiment de la pluie. J'avais ouvert l'application bancaire pour vérifier une facture, quelque chose d'anodin concernant la chaudière, et le solde du compte d'épargne m'avait regardé en face avec ses 5 chiffres réduits à 3. 2140 euros, 16 centimes. J'ai relu 3 fois. Puis j'ai posé mon téléphone sur la table de cuisine avec une précision d'horlogère, comme si le geste lui-même pouvait stabiliser le monde qui venait de perdre son plancher. J'ai regardé par la fenêtre la gouttière qui pendait légèrement de travers depuis octobre. J'ai pensé à Émeric qui avait besoin de nouvelles chaussures. J'ai pensé à ma propre mère qui m'avait dit, lors d'un de ces rares moments de lucidité que l'âge lui accordait encore, « Ne laisse jamais quelqu'un d'autre tenir les clés de ta maison, même ceux que tu aimes. » J'ai attendu que Thorvald rentre. Il est arrivé à 19h30, avec cette démarche particulière qu'il avait quand il portait quelque chose. Pas un sac, pas une fatigue physique, mais un secret. Une légère raideur dans les épaules, les yeux qui glissaient plutôt qu'ils ne se posaient. Je l'avais vu comme ça lors de l'anniversaire surprise qu'il avait organisé pour mes 35 ans. Je l'avais vu comme ça le soir où il avait failli perdre son emploi et qu'il me l'avait caché 2 semaines. Je lui avais servi son assiette. Nous avions mangé. Les garçons avaient parlé d'une dispute à l'école, d'un jeu vidéo, d'une pieuvre géante vue dans un documentaire. Thorvald avait ri 2 fois, un peu trop fort. Après le coucher des enfants, je m'étais assise en face de lui dans le salon et j'avais posé mon téléphone ouvert, l'application bancaire affichée, entre la télécommande et sa tasse de tisane. Il n'avait pas nié. C'était presque pire. Il avait parlé pendant 40 minutes. Il avait utilisé des mots comme opportunité, risque calculé, récupération rapide. Il avait dit que Gwenaëlle, sa belle-sœur, la sœur de son frère Padraïc, lui avait présenté quelqu'un, un homme nommé Léonce Bradvik, qui développait une plateforme de revalorisation de matériaux biosourcés avec un rendement de 30% sur 18 mois, garanti. Gwenaëlle avait déjà investi 12 000 euros. Padraic aussi. Il ne pouvait pas être le seul de la famille à passer à côté. Voilà, c'était ça. Il ne pouvait pas être le seul à passer à côté. Je l'avais regardé finir sa phrase. J'avais remarqué qu'il n'avait pas dit « j'aurais dû t'en parler ». Il avait dit « je savais que tu aurais refusé ».
ce qui est une chose très différente. Ce n'était pas un aveu de maladresse, c'était une confession de préméditation. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai dit 3 choses. J'ai dit: Quand as-tu fait le virement? Il a dit: Il y a 11 jours. J'ai dit: Combien exactement? Il a dit: 19 800. J'ai dit: D'accord. Puis je suis allée me coucher. Il a frappé à la porte de la chambre 20 minutes plus tard. Je lui avais dit de dormir dans le canapé. Il l'avait fait, ce qui m'avait surprise. Je m'étais attendue à plus de résistance, à des explications supplémentaires, à cette façon qu'il avait parfois de parler jusqu'à transformer sa propre faute en malentendu. Mais il avait simplement dit: D'accord, Séraphine. Et j'avais entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Dans l'obscurité, j'avais commencé à réfléchir. Pas avec de la colère. La colère est un outil à courte portée, utile pour briser des choses, mais inutile pour les reconstruire. Je réfléchissais avec cette partie de mon cerveau que j'avais développée au fil des années, à force de gérer des projets complexes dans mon travail de coordinatrice logistique, cette partie qui cartographiait les variables, qui calculait les probabilités, qui distinguait ce qui était récupérable de ce qui ne l'était pas. J'ai pensé à Gwenaëlle Simura. 34 ans, sans emploi stable depuis 18 mois, une façon de regarder ma maison qui ressemblait toujours à une estimation. Gwenaëlle qui avait dit, lors du repas de Noël 2 ans plus tôt, que Thorvald méritait mieux que de se morfondre dans la médiocrité, phrase qu'elle avait enveloppée dans un sourire si calibré que seul quelqu'un l'observant de l'extérieur pouvait en saisir le venin. Gwenaëlle qui lui envoyait des articles sur l'investissement, les crypto-monnaies, les stratégies de sortie de la rat race, avec la régularité d'un compte-gouttes. J'ai pensé à Léonce Bradwick. Nom réel ou nom de scène, impossible à savoir. 30% garantie sur 18 mois dans le secteur des matériaux biosourcés. J'avais travaillé suffisamment longtemps dans la logistique industrielle pour savoir que ce secteur n'existait tout simplement pas sous cette forme. Pas avec ses marges, pas avec ses garanties. C'était de l'eau dans du gaz présenté comme du champagne. J'ai pensé aux 22 000 €, aux 7 ans, aux vacances qu'on n'avait pas prises. J'ai fermé les yeux et j'ai construit un plan. Les 3 premières semaines, je n'ai rien fait qui soit visible. J'ai continué à faire les courses, à préparer les repas, à aider Émeric avec ses exercices de grammaire et Laszlo avec ses problèmes de fraction. J'ai répondu aux messages de Thorvald avec une normalité soigneusement dosée, ni froid, ni chaleureux, juste présent, comme un fond sonore. Il interprétait ce silence modéré comme du pardon en cours de route. Je le voyais à la façon dont ses épaules se déserraient progressivement. Il n'avait aucune idée que ce calme n'était pas de la guérison, mais de la topographie. Je cartographiais le terrain. Pendant ce temps, j'ouvrais mon ordinateur chaque soir après que tout le monde dormait. J'ai retrouvé Léonce Bradwick en 4 jours. Pas parce que c'était difficile, c'était même décourageant de facilité. Il opérait sous au moins 3 noms différents sur des forums d'investissement alternatifs, avec des historiques de publication allant de 18 mois à 3 ans. Chaque profil avait la même architecture narrative. Un passé vaguement glorieux dans la finance ou l'ingénierie verte, des témoignages de premiers investisseurs qui avaient tous des comptes créés dans la même fenêtre de 15 jours, et une adresse de contact qui changeait à chaque itération, mais revenait toujours à la même boîte mail hébergée sur un serveur basé à Chypre. J'ai documenté tout ça. Capture d'écran, horodatage, liens archivés. Un dossier de 47 pages que j'ai imprimé, classé et rangé dans le double fond de ma valise de voyage. Un endroit que Thorvald n'avait pas ouvert depuis notre lune de miel. Ensuite, j'ai cherché les autres victimes. Il y en avait 11 que j'ai pu identifier avec certitude. Des profils semblables aux nôtres, couples en milieu de vie, épargne de précaution, décisions prises dans l'enthousiasme d'un dîner ou d'un week-end entre familles. J'en ai contacté 6 directement, via les forums où ils avaient, pour certains, commencé à exprimer des doutes discrets. 2 m'ont répondu. Une femme prénommée Isor Mélican, institutrice dans le Nord, et un homme nommé Bertrand Choukri, qui avait investi les économies de sa retraite anticipée. Nous avons échangé pendant des semaines, méthodiquement, avec cette solidarité particulière qui se forme entre des gens qui partagent le même type de blessures. Avec Isor et Bertrand, nous avons construit un dossier conjoint et nous l'avons déposé auprès de l'autorité des marchés financiers, de la brigade de répression de la délinquance économique et, détail que j'avais calculé avec soin, auprès d'un journaliste économique d'un magazine régional qui couvrait régulièrement les arnaques aux petits investisseurs. Le journaliste s'appelait Octavian Murès.
Il avait une rubrique mensuelle et une réputation d'irritant systématique pour les escrocs de moyenne envergure. Octavian Mureș a publié son article 6 semaines après notre premier contact. Il ne citait pas nos noms. Il citait les schémas, les montants, les noms de plateformes. Il mentionnait Léonce Bradvik comme figure centrale d'un réseau ayant collecté entre 240 000 et 300 000 euros auprès de particuliers sur 18 mois. L'article a été partagé 1200 fois en 72 heures. Gwenaëlle l'a vu. Je sais qu'elle l'a vu parce que Padraig a appelé Torvald ce même soir, paniqué, pour lui demander s'il avait des nouvelles de ses fonds. Torvald n'avait pas de nouvelles de ses fonds. Il n'en avait jamais eu. Parce que Léonce Bradvik n'avait jamais eu l'intention d'en donner. Ce soir-là, Torvald s'est assis à la table de cuisine avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la honte, pas exactement, mais quelque chose de plus nu, un dépouillement. Il a posé ses deux mains à plat sur la table, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Il m'a demandé si j'étais au courant depuis longtemps. J'ai dit « Depuis le début ». Il a demandé « Tu as attendu ». J'ai dit « Oui ». Il y a eu un silence long, avec le bruit de la pluie dehors et la gouttière qui faisait ses castagnettes. Il a demandé « Pourquoi ne pas m'avoir dit ce que tu savais ?» J'ai réfléchi à la façon de formuler la réponse. Pas pour être cruel, pour être exact. J'ai dit « Parce que tu aurais appelé Gwenaëlle pour la prévenir, et Gwenaëlle aurait appelé Bradvik, et Bradvik aurait disparu avant que le dossier soit complet. Et parce que je voulais que ce soit toi qui ressentes la chute, Torvald. Pas moi à ta place, toi. » Il n'a pas répondu à ça. Le lendemain, j'avais organisé un dîner. Pas extraordinaire dans sa forme, juste un samedi soir, Padraig et sa femme Ondine, deux couples amis, Norberto et Luz Carranza, et Elvire Ducas et son mari Stéphane. Des gens qui connaissaient Gwenaëlle. Des gens qui, pour la plupart, l'avaient entendu parler avec enthousiasme de l'investissement de son beau-frère dans ce projet si prometteur. J'avais préparé un lapin au pruneau et au genévrier. J'avais sorti le vin correct, pas exceptionnel mais correct. J'avais mis des bougies sur la table. À un moment du repas, Norberto avait demandé, parce que l'article d'Octavien Mureș circulait encore sur les réseaux et que tout le monde l'avait lu, si nous avions été touchés par cette histoire. J'avais dit oui. J'avais dit combien. J'avais dit par qui nous avions été informés de cette opportunité. Je n'avais pas regardé Padraig en disant ça. Je n'avais pas eu besoin. J'avais regardé Luz Carranza, qui regardait Ondine, qui regardait la nappe. Gwenaëlle n'était pas là ce soir-là. Elle n'avait pas été invitée. Mais les récits voyagent, et je savais que ce qui se disait autour de ma table atteindrait ses oreilles avant le lundi matin par au moins 3 voix différentes. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la comptabilité. Les semaines qui ont suivi ont eu la texture de quelque chose qui sèche lentement. Torvald et moi avons eu des conversations longues et difficiles, le genre de conversation qu'on reporte pendant des années parce qu'elles coûtent quelque chose. Nous avons parlé de confiance, pas comme concept abstrait mais comme pratique concrète, comme l'entretien d'un outil qu'on ne peut pas remplacer facilement. Il m'a dit des choses vraies. Je lui en ai dit aussi. Nous avons porté plainte formellement. La procédure est longue. Nous ne reverrons probablement pas l'intégralité des fonds. Isor m'a dit la même chose, Bertrand aussi, et Octavian Mureș, quand je l'ai appelé pour le remercier, a dit avec une franchise que j'ai appréciée. Les arnaques de ce type se concluent rarement par une restitution complète. Mais elles se concluent par des casiers, et les casiers, ça compte. J'avais accepté ça. Entre-temps, j'avais restructuré nos finances. Pas avec de l'amertume, avec la précision d'un architecte qui regarde un mur porteur endommagé et décide comment le consolider. J'avais ouvert un compte à mon nom. Pas pour punir Torvald, mais parce que la leçon que ma mère m'avait transmise, je l'avais laissée dormir trop longtemps dans ma mémoire au lieu de la tenir dans mes mains. Gwenaëlle a essayé d'appeler Torvald 2 fois. Il a décroché la première fois et lui a dit qu'il n'avait rien à lui dire pour l'instant. La deuxième fois, il n'a pas décroché. Je n'ai pas eu à lui demander de faire quoi que ce soit. Il était arrivé là lui-même, par le chemin plus long et plus douloureux de comprendre ce qu'il avait laissé se passer. Padraig a perdu 12 000 euros. Il ne nous en a jamais reparlé directement. Il y a une façon qu'ont les familles d'absorber les catastrophes sans les nommer, en espérant que le silence leur donnera la consistance d'une chose n'ayant jamais existé. Torvald et lui se parlent encore, moins souvent,
avec une légèreté de façade qui ne trompe personne mais qui permet de continuer. Un soir de mars, plusieurs mois après les castagnettes de la gouttière et l'application bancaire et les 40 minutes d'explication autour du mot opportunité, je suis sortie dans le jardin après dîner. Le jardin qu'on n'avait pas retapé. Il y avait une lune presque pleine, et l'herbe était haute, et le froid avait cette qualité particulière du début de printemps, pas désagréable, juste honnête. Émeric était venu me rejoindre sans que je l'entende arriver. Il a cette façon de se déplacer en silence qui me surprend encore. Il s'était mis à côté de moi, les mains dans les poches de son sweatshirt trop grand, et il avait regardé le jardin avec moi pendant un moment. Il avait demandé « Tu penses à quoi, maman ?» J'avais cherché une réponse simple, quelque chose à la mesure de ses 9 ans. J'avais dit « Je pense que la patience est une forme de force. Pas la patience de supporter, mais la patience de construire. » Il avait réfléchi à ça avec le sérieux particulier qu'il réservait aux choses qui lui semblaient importantes. Il avait dit « Comme quand on laisse lever la pâte à pain avant de la mettre au four. » J'avais ri. Un vrai rire, pas préparé, pas performé, sorti de quelque part que je n'avais pas visité depuis longtemps. J'avais dit « Exactement comme ça. » Nous étions rentrés. Thorvald rangeait la cuisine. Laszlo dormait déjà. La gouttière avait été réparée 2 semaines plus tôt. Thorvald l'avait fait lui-même, un samedi matin, sans que j'aie à le demander, et je n'avais pas commenté parce que certains gestes n'ont besoin ni de soulignement, ni de reconnaissance pour exister. Je me suis assise à la table et j'ai ouvert mon ordinateur. J'avais un message d'Isor Mélican. La BRDE avait convoqué Léonce Bradvik pour une audition formelle. Bertrand Choukri avait transmis l'information avec un simple « enfin » et 3 points de suspension. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai regardé la cuisine rangée, la lumière chaude, les chaussures des garçons alignées près de la porte, avec l'approximation caractéristique de leur âge. Émeric, toujours un peu plus soigneux que son frère, mais tous les deux loin du compte. 22 000 € ne se reconstruisent pas en une nuit, mais ils se reconstruisent, sou par sou, décision par décision, avec la méticulosité de ceux qui savent que les filets de sécurité ne tombent pas du ciel, et qui, cette fois, ont appris quelque chose sur les clés et les mains auxquelles on les confie. Je n'avais pas détruit Thorvald, je n'avais pas détruit notre mariage, j'avais détruit l'espace dans lequel la trahison avait cru pouvoir se loger confortablement, l'espace de l'impunité tranquille, de la faute absorbée sans conséquence. C'était suffisant. C'était même, à bien y réfléchir, exactement ce qu'il fallait.